Fiction service et histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ces 2 années de ma vie, il y a eu les arts et métiers à Bordeaux. Ensuite, j'ai dû redoubler. J'ai eu 2 ans aux arts et métiers à Angers. Et puis ensuite, plus d'arts et métiers. Des fois, tu dis que c'est un sale coup dans ta vie. D'autres fois plus tard, tu dis que finalement, c'était peut-être ça ta chance. En tout cas, quand j'ai débarqué aux arts et métiers, c'était un ancien couvent, en plein centre d'Angers, dans la Doutre, un vieux couvent. L'autre, le symétrique, c'était un qui servait de prison encore, à l'époque. On n'avait pas des dortoirs, mais on avait des chambres de 4. Non, c'était pas très brillant. J'ai tenu quelques semaines, et puis assez vite, j'ai trouvé des colocs. En fait, dans ce vieux quartier de la Doutre, c'était tout un tissu de petites rues. Il y a le Angers bourgeois avec sa place du ralliement, avec le vieux château, avec la gare. Ça tombe sur le fleuve, le Maine. Enfin, c'est pas vraiment un fleuve, c'est la convergence d'affluents qui va ensuite rejoindre la Loire. C'est pour ça que le département s'appelle le Maine et Loire. Enfin, en tout cas, il y avait la rivière, une suite de ponts. Et puis là, c'était le quartier pauvre, quoi. Ça devait y avoir les équarrisseurs, les teinturiers. Il y avait toute cette vieille tradition. Évidemment, maintenant, tout a été passé au bulldozer, ripolliné, des petites résidences jolies. Mais à l'époque, pour nous, étudiants, c'était fantastique. Évidemment, il y avait un énorme turnover, tu n'avais aucun confort. Qu'est-ce que ça pouvait faire? On allait faire les douches à l'école, puis on revenait avec notre serviette sur le dos. Alors j'ai occupé, je crois, 4 chambres dans ce quartier, des fois parce que assez vite on s'apercevait que ça collait pas, ou que le proprio vraiment ça le faisait pas, ou parce qu'on avait envie de trouver un autre système de coloc. Alors ça, dans la tête après, ça reste comme quelque chose d'un peu flou, parce que forcément, une chambre par exemple, je me souviens, c'était l'été, j'avais trouvé un petit boulot. Je crois que c'est une chambre que j'avais pu sous-louer, donc c'était juste pour 3 semaines. Je me souviens juste du sol en tomate rouge. Mais quasiment, il me reste rien d'autre de cette chambre, sauf que il me semble qu'elle était dans un rez-de-chaussée, ce qui n'était pas fréquent, sur une espèce de cour intérieure. Et puis ensuite, c'est là où j'avais loué, là cette fois en mon nom, cette chambre qui était, c'est jamais des maisons très hautes, ça devait être un premier étage. Ça donnait là encore, non pas sur une cour, mais sur une espèce de passage. Enfin, je sais que la fenêtre de l'autre côté, il y avait un genre de mur en ciment. Et puis voilà. Puis c'était une chambre meublée. Il y avait une sorte de vieux lit, 2 places à l'ancienne, comme on trouve dans les maisons de grand-mère. Et puis une table à toile cirée. J'ai dû rester là 2 mois. Alors, ce qu'elle avait de curieux, cette chambre, elle était rue Lyonnaise, ça s'appelait. C'est que on entrait au premier étage, directement dans la chambre, mais là, sur la droite, il y avait une autre porte. Et cette autre porte, elle donnait sur une espèce de petit couloir interne avec un escalier, et on arrivait dans un lieu qui donnait au demi-palier supérieur, et là, il y avait des toilettes. Mais donc, c'était des toilettes communes, à 3 ou 4 chambres. D'ailleurs, je me souviens aussi que de l'autre côté du lit, là, il y avait une porte en bois, et la porte, elle était verrouillée, j'avais pas la clé, les types de l'autre côté, non. Et c'était des travailleurs polonais. Je me souviens que souvent, le soir, j'entendais, depuis le lit, dans l'appartement d'à côté, des voix polonaises. Et je pense que c'est avec eux qu'on partageait ces toilettes à l'étage supérieur. Alors c'est tout pour cette chambre, parce qu'en même temps, je crois que j'y ai été bien. C'est quelques semaines d'été. Peut-être que justement, c'est ce moment où je venais d'être viré de cette école. Donc j'ai besoin de faire le point. Je posais des livres sur la toile cirée. C'est un peu le moment où les livres sont venus, là, comme chose principale dans ma vie. Alors, évidemment, l'imagination que tu prends des livres remplace l'imagination de tout le reste. Et ce qui était juste surprenant, c'est que les quelques personnes, évidemment, tous ces gens qui gravitaient à l'époque, bon, on avait 20 ans, donc on allait les uns chez les autres. Tu entrais, tu te faisais ton café, mais il y en avait quelques-uns qui avaient compris l'astuce. Quand tu montais l'escalier,
Bon, tu frappais, ah, il est pas là le mec, bon, il va bien arriver. Donc tu montais au demi-palier au-dessus, tu poussais cette porte, tu avais cette espèce de cagibi avec les toilettes communes au polonais, à l'étage au-dessus, à moi, et tu redescendais par ce petit escalier intérieur qui donnait d'un côté sur la porte des polonais, parce que je pense qu'ils n'avaient pas d'autre issue que monter au demi-palier, entrer dans le cagibi, redescendre, et là tu entrais chez eux. Et puis la porte qui donnait sur ma chambre. Alors évidemment, je pense que ça aurait été possible de la fermer à clé, mais ça se faisait pas. Donc quelquefois tu rentres chez toi, puis tu trouvais des gens attablés. C'est peut-être ça qui reste après ensuite dans les rêves, même si ça n'a pas duré longtemps. Et c'est revenu aussi à cause de H.P. Lovecraft. Je crois que c'est le 169 Clinton Street à Brooklyn, dans son année 1925, il y avait comme ça une alcôve derrière son studio, et l'alcôve faisant partie du studio, mais cette alcôve, on pouvait y accéder depuis l'escalier commun, depuis les parties communes de l'escalier, par l'étage au-dessus. Et on le sait parce qu'à un moment, il se fait cambrioler. Et pour lui, c'est terriblement vexant parce que c'est quelqu'un qui dort une nuit sur deux. C'est-à-dire qu'en général, il dort pas la nuit, mais une journée sur deux, il dort. Donc là, il était endormi. Et ce moment-là, on lui chaparde dans cette alcôve qui jouxte son petit studio, une valise un petit peu luxe parce que c'est la valise de Sonia, sa compagne, qui vit à Cleveland, dans l'Ohio. Et dans cette valise, il a des habits, en particulier un beau complet que Sonia lui avait acheté ou l'avait forcé d'acheter, mais lui, il n'aimait pas, il préférait garder ces vieux habits élimés sans trop de forme. Et ben, du coup, le beau complet part avec la valise. Et puis aussi un poste de radio qui appartient à son ami Samuel Loveman. Et Loveman a pris lui aussi une chambre dans un appartement rempli de maisons à louer, de chambres à louer dans la même rue. Et c'est juste ça qui est surprenant. On s'aperçoit que Lovecraft, alors qu'il a à sa disposition un appareil de radio, ben, il le laisse dans l'alcôve. Résultat, bon, tout ça va entrer dans les descriptions très précises qu'on a quand il déclare le cambriolage. Il y a une fin à cette histoire, peut-être celle-ci, c'est-à-dire que ces périodes qui finalement ne comptent pas, parce que c'est juste quelques semaines, mais c'est des géographies. Est-ce que c'est triste que ça n'existe plus? Quelquefois, j'y suis passé à Angers en voiture. Là, tu retraverses là et tu t'aperçois qu'il y a ces rues rectilignes, ces jolies maisons bien rabibochées, et puis toi, tu te souviens, ce lieu un peu ghetto, un peu resserré, et puis finalement que ça servait un petit peu de cité universitaire à nous tous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la rationalité de ce qu'on construit, on est capable d'installer des choses qui survivront comme ça, par le rêve? Parce qu'elles ouvrent à l'intérieur du rêve ces espèces d'escaliers intérieurs. Il y a toujours une entrée dans le fond, il y a toujours un passage dans le fond, et il y a toujours la possibilité que, d'ailleurs, depuis quelle nuit, depuis quel dédale ou labyrinthe, quelque chose surgisse jusqu'à vous, tout près. Est-ce qu'on a su le sauver, ça ?